Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour ce Midi du Sierra donné par Clarisse Sidney et intitulé, je ne retrouve pas le titre, Praxis décoloniale dans les universités du Brésil, les transformations éthico-politiques et épistémologiques de la pensée frontière. Clarisse est née candidate au doctorat en sciences des religions à l'UQAM. Elle s'intéresse à l'inclusion des savoirs autochtones et afro-brésiliens dans les universités fédérales et provinciales de l'État du Pará, État qui développe leur curriculum dans une optique de médiation entre la société nationale et les peuples d'Amazonie. On dirait une phrase à la Proust. Euh, Selon les principes d'une université intégrée dans son milieu. Voilà, j'avais même pas fini la phrase. Ces recherches portent sur les dialogues interépistémiques initiés par les jeunes chercheurs issus de groupes autochtones et afro-brésiliens dans une approche interculturelle, critique et décoloniale. Je vous invite à allumer vos caméras si vous le pouvez. C'est toujours plus sympathique de voir la vignette des gens. Et sans plus, pardon, après la présentation de Clarisse, il va y avoir une période de discussion d'une trentaine de minutes. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Clarisse Sidney de Troisier pour, euh, pour sa communication. Oui, merci Arnaud. Bonjour à tout le monde. Merci, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent encore. Merci de nous rejoindre. Je pensais qu'on serait en petit comité, mais voilà, je vais pouvoir gérer, mais c'est ça, n'hésitez pas à poser des questions, puis on discutera à la fin. Alors là, je vais partager mon écran, si j'y arrive. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux tester, voir si tu es capable de changer de diapositive? Oui, Ok, ça marche, c'est parfait. ok. Je Alors, vais retirer. voilà, même s'il y a quand même beaucoup de personnes que je connais ici, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Clarisse, je suis actuellement au doctorat donc en sciences des religions à l'UQAM, sous la direction de Laurent Jérôme, ici présent. Et mon projet porte sur les praxis de décolonisation des savoirs dans les universités au Brésil. Ça va être des expériences de recherche avec des étudiants autochtones et quilombola. Alors, ma présentation aujourd'hui se base sur une partie de ma revue de littérature, puisque je m'intéresse ici à des pratiques d'enseignement et de recherche euh, au service de l'éducation scolaire autochtone dans des communautés, plus particulièrement à la maîtrise en éducation scolaire autochtone à l'Université d'État du Pará, donc la UEPA. Alors, voilà, je vais me baser sur aussi sur les écrits, les mémoires, plus particulièrement de recherche des étudiants à cette maîtrise. Alors, ma présentation, tout d'abord, elle se décline parce que vous avez vu, j'ai utilisé quand même beaucoup de termes abstraits, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur un cadre théorique que je ne connaissais absolument pas il y a quelques mois de ça. Donc, je vais commencer par définir les concepts et le cadre théorique que je mobilise dans cette présentation. Puis, j'aborderai donc les éléments de contexte juridique et institutionnel qui entourent les pratiques de recherche en contexte autochtone au Brésil.
Puis après ça, je ferai effectivement donc un petit état des lieux, un petit tour d'horizon en fait des recherches de mémoire auxquelles j'ai eu accès. Euh, ensuite, je passerai à la conclusion. Alors, j'ai perdu ma page. Excusez. Es-tu Voilà. capable de Alors, changer de diapo? oui, est-ce que là on voit praxis décoloniale dans les universités, la Oui, décolonisation? c'est toujours la bonne? C'est bon. Ouais. Alors, voilà, l'éducation supérieure au Brésil est marquée par un activisme décolonial croissant en lien avec les mouvements sociaux actuellement présents au Brésil. Ils remettent en question les théories universelles eurocentriques au profit d'une géopolitique de la connaissance énoncée à partir de positions subalternes. Celle-ci étant nommée par exemple par Sousa Santos épistémologie du Sud. On voit désormais apparaître des productions discursives de subjectivité épistémique, d'ethnie, de genre, de classe, ainsi que de nouveaux champs d'études critiques à partir des perspectives de groupes mobilisés qui questionnent les fondements même de la production de savoir, ainsi que les pratiques institutionnelles d'enseignement et de recherche. Ces phénomènes peuvent s'analyser à la lumière des conceptions décoloniales du savoir développées par le groupe d'intellectuels Modernité-Colonialité. Allô? Oui, T'entends? est-ce que vous m'entendez? Alors, pour définir un terme que j'utilise, je vais prendre les écrits de Catherine Walsh, qui est une des théoriciennes intellectuelles du groupe Modernité-Colonialité, et qui propose une réflexion sur la décolonisation du savoir et les pédagogies praxis décoloniales comme en fait des praxis politiques opposées à cette géopolitique du savoir hégémonique. Celles-ci ont pour but de rendre visible, de confronter, de transformer les institutions telles que l'école, l'université, qui ont pour fondement les logiques épistémiques occidentales. Ainsi, les pédagogies et praxis décoloniales selon Walsh consistent à proposer d'autres horizons théoriques à partir de lieux d'énonciation définis comme autres. Elle vise à produire des connaissances depuis la périphérie, en dehors des sciences humaines neutres, universelles, univocales et du dit racisme épistémique. Alors Catherine Walsh, elle voit en l'interculturalité critique la construction d'un nouvel espace épistémique qui incorpore les savoirs autochtones, entre autres, les savoirs autres. L'interculturalité est une forme de pensée en relation et qui s'exprime contre la colonialité, euh, la modernité et le mythe de la modernité. Euh, D'un autre côté, Walter Mignolo, euh, lui, il parle d'épistémologie de frontières. C'est un petit peu plus que ce que je vais utiliser dans cette présentation. Il fait référence à la conception barthienne du terme. La frontière représente non pas une rupture, mais, mais des situations de contact, c'est-à-dire de conflit ou d'échange entre des subjectivités différentes, différentes altérités, comme par exemple entre autochtones et non autochtones. Je traduis donc la citation que je vous ai mise comme l'épistémologie de la frontière émerge de conditions historiques épistémologiques imposées par le colonialisme. Elle cherche à désobéir aux ordres épistémologiques eurocentriques qui imposent une façon de connaître, d'être, d'exister dans le monde. L'idée de la frontière n'est pas seulement géopolitique, mais c'est aussi une question de localisation des savoirs qui ont été auparavant niés et rendus
invisibles par la modernité coloniale. Mignonneau ajoute, c'est à partir des rives des frontières que de nouvelles perspectives critiques peuvent émerger, et elles permettent la réexistence de ces savoirs supprimés. Alors, cette idée de réexistence et de désobéissance, quelque part, face à l'hégémonie des savoirs scientifiques eurocentriques, semble permise et encadrée au travers de la production de recherche dans les contextes d'éducation scolaire autochtone au Brésil. Dans ce programme de maîtrise donc à l'éducation autochtone qui est dédié à la formation continue des professionnels dans ce réseau scolaire différencié, euh, et bien à travers ce programme, la production, la transmission des savoirs locaux se développe dans les écoles tout en dialoguant avec les théories et les méthodologies académiques classiques. C'est une opportunité de développer des outils didactiques, des pédagogies adaptées aux objectifs fixés lors de la mise en place des écoles autochtones dans les territoires démarqués. Alors, je vais dire quelques mots au sujet du contexte de réforme éducative qui entoure à la fois les écoles autochtones, toute l'éducation scolaire différenciée, interculturelle, bilingue, et également le contexte académique brésilien. Donc, il y a tout d'abord la Constitution fédérale de 1988, qui a été rédigée en concertation avec les mouvements sociaux, ainsi que les lois sur les directives et bases de l'éducation nationale en 96, à partir de laquelle émergent ces principes d'éducation différenciée autochtone. Euh, il y a aussi, donc, en 2005, le programme ProLind qui est développé, qui est dédié à la formation des professeurs autochtones dans les communautés autochtones à la demande des mouvements sociaux. Cette formation est une formation obligatoire qui va permettre en fait aux personnes des communautés d'enseigner dans les écoles primaires et secondaires dites autochtones, escolas indígenas. Oh, je suis allée trop loin. Oui. Il y a aussi la question de la loi sur les quotas, mais ça, je vais moins rentrer là-dedans parce que finalement, la loi sur les quotas, oui, elle encourage la présence des autochtones, des étudiants autochtones dans les universités. Mais pour ce qui va nous concerner, c'est vraiment les mesures d'éducation autochtone, différenciée, interculturelle, bilingue, qui va encourager en fait l'élaboration de ce programme de maîtrise en éducation scolaire autochtone pour former les professionnels. Et donc, c'est plus le programme Action et Savoir autochtone à l'école qui est développé en 2013 et qui a connu un regain en 2024 avec le retour de Lula au pouvoir. Et donc, ce programme, il a vraiment pour but d'encourager la production de ressources pédagogiques bilingues, interculturelles et de permettre donc cette pluralité épistémique dans les écoles et les universités. Alors, il y a donc, comme je disais, un investissement dans ce programme de plusieurs millions de dollars. Là, c'est vraiment un gros investissement qui va être fait qui a été annoncé en 2024, qui devrait en plus permettre une augmentation notable euh, de professeurs autochtones dans les universités dans le cadre de ces formations-là, et donc qui permettra la production de matériel scolaire différencié. Ces derniers manquaient cruellement dans les écoles des communautés et les écoles autochtones, qui ne pouvaient jusque-là véritablement se revendiquer d'une pédagogie interculturelle, puisque finalement, comme
les formations des professeurs autochtones étaient souvent des formations homogénéisées. Il n'y avait pas vraiment d'outils pédagogiques développés avec les savoirs de la communauté qui permettaient en fait de se référer à toute l'histoire orale, au savoir et au mode de vie spécifique à la communauté. Ben, ça répondait pas vraiment aux objectifs prévus dès le départ dans le cadre de l'éducation scolaire différenciée qui avait pour but vraiment de, de, si- de donner à voir toute la diversité des cultures et des modes de vie autochtones à travers le pays. Et donc, ce système scolaire-là puisqu'il a été intégré dans le toutes les instances, les institutions nationales, ce système a été institutionnalisé et placé sous la direction du ministère de l'Éducation. Donc, c'était une belle forme de reconnaissance. Mais finalement, il subissait beaucoup une pression, une certaine pression d'homogénéisation, finalement, de la part, eh bien, des institutions des administrations qui avaient et qui ont toujours finalement ce rôle de contrôle des pédagogies et de formation. Clarisse, Alors, oui, pardonne-moi de te couper dans ton élan. Je sais que je suis un peu tannant avec le PowerPoint, mais est-ce que tu as changé de diapositive? non, pas encore. OK, cool. Je- Dis-le-moi quand tu le feras pour que je sois sûr que ça marche. Je, D'accord. je te laisse aller. Pardon. Alors, l'intellectuel autochtone et chercheur Gersem Luciano Baniwa qui évoque notamment cette volonté politique affichée de la part des groupes autochtones pour la préservation et la valorisation de leur savoir. Eh bien, toute cette volonté-là, elle est un peu limitée justement par ces pressions d'homogénéisation de la part des institutions en charge de la gestion administrative de l'éducation et aussi du territoire. Baniwa ne remet pas vraiment en question, il ne remet pas en question, hein, il est d'ailleurs favorable à toute cette institutionnalisation du système scolaire autochtone différencié. Mais il est encore plus, il est favorable à une autonomisation totale de ce système éducatif et donc c'est pour ça qu'il, lui et d'autres chercheurs autochtones travaillent beaucoup à valoriser en fait et à promouvoir l'accès des autochtones à l'université, la formation des professeurs autochtones. Alors, pour en venir à ma maîtrise, ma fameuse maîtrise en éducation scolaire autochtone, et donc, il s'agit en fait d'un programme qui existe un peu partout au Brésil. Là, je prends l'exemple du Pará, puisque finalement, c'est dans cette région que je concentre mes recherches. J'ai eu l'occasion au mois de... Ben, l'année dernière là, déjà, de passer quelques mois en pré-terrain pour un peu explorer les universités là-bas, l'université d'État et l'université fédérale du Pará. Et c'est là que j'ai découvert la présence de la maîtrise en éducation scolaire autochtone. Donc, cette maîtrise, elle est développée en partenariat avec l'Université fédérale, je le disais, du Pará, l'Université fédérale du Sud et du Sud-Ouest du Pará et l'UFOPA, l'Université fédérale d'Ouest du Pará. Donc, ce qui signifie qu'en fait, tout le territoire, toute la région Para est couverte, si on peut dire. Ça permet vraiment l'accès aux étudiants qui viennent de régions éloignées. L'idée, c'est qu'il y a en fait tout un accès à distance à ce programme de formation et un aménagement en fait des horaires de travail avec des périodes intensives de présence en ville si c'est nécessaire et des périodes de présence dans la communauté. Ce programme a vu le jour euh, en 2019 et les premiers étudiants, donc là au Para, hein, à l'université, à la UEPA,
Le, la première cohorte, c'était en 2019 et les étudiants ont gradué en 2021. Au total, 32 projets de recherche sont présentés sur le site de l'université, 13 en 2021, 14 en 2023 et 5 pour le moment en 2024. Donc, on voit que la production s'intensifie. Hein, et 2024 n'est pas terminé, mais il y a des personnes, j'imagine, de la promotion de 2023 qui ont dû soutenir en 2024. Mais je veux dire, la production de ces étudiants en contexte de ces étudiants autochtones s'est intensifiée. Et donc, grâce au catalogue en ligne qui répertorie les thèses et les mémoires de maîtrise et de doctorat de toutes les formations universitaires du Brésil, ça c'est vraiment cool, j'ai pu accéder au texte complet de 13 mémoires de recherche soumis entre 2021 et 2023. Alors là, dans l'image que vous voyez, elle n'est pas très claire, mais c'est un peu c'est l'illustration qu'ils ont mise sur leur site internet. Euh, c'est aussi pour montrer cette idée de la représentativité des personnes autochtones à l'université. Alors, parmi ces 13 mémoires de recherche, il y a 13 étudiants, 10 femmes, 2 hommes, tous professeurs en école autochtone interculturelle différenciée dans les communautés. Seulement 2 d'entre eux, finalement, ne se revendiquent pas autochtones. Donc, ça veut dire que la formation, elle est quand même ouverte à des personnes non autochtones, mais on peut noter que la présence de ces personnes, elle est encouragée non seulement par les leaders autochtones, la communauté aussi d'accueil. On note qu'il y a une des personnes non autochtones qui a une expérience de 35 années d'enseignement en contexte autochtone, donc qui a un vécu énorme avec la communauté. L'autre personne n'est pas autochtone, mais se dit de population traditionnelle. Donc, avec une formation en éducation do campo, et l'éducation de... Je n'arrive pas à traduire cette formation éducation do campo, mais c'est pas la même formation que l'éducation autochtone, mais on retrouve des méthodologies et des pratiques similaires de respect, de valorisation des populations traditionnelles. Alors, l'ensemble des travaux, je vais en parler un petit peu de façon assez large. L'ensemble des travaux développés, donc à partir des 13 mémoires que j'ai parcourus, ils avaient pour objectif la production d'outils pédagogiques issus des savoirs de la communauté. Donc, on est vraiment une maîtrise professionnelle avec un objectif pragmatique. L'ensemble des travaux se base effectivement sur les savoirs des aînés, des leaders, des professeurs et parfois des élèves de la communauté, à l'aide souvent, la majeure partie du temps, d'une méthodologie participative en recherche-action. Donc, en somme, euh, les méthodologies et les techniques de recherche utilisées sont finalement classiques mais culturellement adapté. On parle par exemple qu'on parle de cartographie sociale. Il y a aussi l'usage de bandes dessinées pour des projets que j'ai parcourus. Tous les projets, toutes les recherches contenaient des ateliers d'échange, comme on voit là. Des ateliers d'échange avec les leaders de la communauté, les professeurs. C'était vraiment toute la communauté qui participe. On voit aussi l'usage d'illustrations. Il y avait au moins des élèves, des personnes de la communauté qui participent par le biais de production d'illustrations dans l'élaboration de ces outils didactiques et pédagogiques. Souvent aussi, on observe des phases de présentation des travaux, des outils à la communauté, d'expérimentation, de réajustement. Donc, on est vraiment dans une approche participative de la recherche-action. Un peu à l'image, ben,
c'est vrai qu'au Brésil, il y a toute une culture, toute une pratique, tout un historique là de la recherche participative avec inspiré de Fashboard. Alors, les travaux sont destinés à l'enseignement des langues autochtones, de l'astronomie, de l'éducation physique, de l'art, de l'histoire, beaucoup, de la littérature. Euh, pour un des projets, il s'agit d'outils didactiques dédiés à la reconnaissance et à l'accueil d'élèves autochtones en contexte scolaire urbain. Ici, vous voyez, ben, là, pour cette thèse-là, j'ai mis le visuel de ce mémoire où il y a en fait voilà, une reprise d'éléments, de motifs autochtones, mais au final, c'est comme la seule excentricité permise. Euh, Tous les mémoires avaient une forme extrêmement classique, codifiée de mémoire de recherche en maîtrise en éducation. Alors, 13 peuples autochtones différents sont représentés parmi les 44 répertoriés dans l'État du Para. Donc, finalement, toute la production à laquelle j'ai eu accès était vraiment représentative de toute la diversité des peuples et des ethnies autochtones dans cet État-là. Alors, comme je le disais, les travaux ne semblent pas différer dans leur forme aux travaux de personnes non autochtones. Même moi, au début, je cherchais, mais qui était autochtone, même dans les textes, dans la manière dont c'est rédigé, je m'attendais à plus de différences. Il y a très peu d'illustrations de symboles autochtones. Les sommaires, les parties développées suivent scrupuleusement les étapes classiques de production d'un travail académique. Les cadres théoriques et les auteurs cités aussi. On peut trouver des théories d'apprentissage de Vygotsky, de Piaget, aux côtés de, bien de littérature d'Ayton Krenak, Gersen Baniwa. Toutefois, les outils produits à destination des écoles affichent des visuels culturellement marqués. Là, par exemple, si je prends ce mémoire de Marcelo Borari, qui lui a travaillé avec des bandes dessinées. Donc, les bandes dessinées qu'il met à disposition des écoles, elles sont vraiment culturellement marquées. Il y a aussi beaucoup de la présence de la langue autochtone, mais son travail, lui, il est codifié. Alors, on peut noter aussi parmi les travaux, la plupart des étudiants autochtones, eh bien, décrivaient aussi, avaient une description assez généreuse de leur parcours, de leurs expériences de vie de professeurs, des obstacles qu'ils rencontrent dans la poursuite de leurs recherches, des obstacles d'accès aussi à cette formation-là. Je reprends l'exemple de Marcelo Borari da Silva Neves, qui est un étudiant qui travaille dans son mémoire sur l'histoire orale et les savoirs de résistance à l'origine de la revitalisation de l'identité culturelle dans l'éducation scolaire, dans l'école autochtone de sa communauté. Mais il parle de ce vécu de l'usine hydroélectrique canadienne en passant, qui a eu un impact énorme sur les milieux de vie et les modes de vie de la communauté et qui a au final déclenché une résistance et une revitalisation culturelle au travers de la présence de l'école autochtone. Et, euh, et donc, cette école-là est utilisée, cette école autochtone, elle est utilisée comme espace aussi de rencontres interculturelles avec finalement aussi ben, les personnes qui arrivent dans la communauté qui sont non autochtones, mais qui s'installent par rapport à l'usine, par exemple. Euh, il a aussi mentionné que la présence de cette usine a eu un impact sur son travail de recherche, puisque de nombreuses coupures d'électricité occasionnées ont provoqué son éloignement de la communauté et son installation dans une ville voisine. Alors, il y a aussi d'autres expériences de conflits
de la présence d'écoles autochtones. Un des professeurs autochtones qui a écrit son mémoire a mentionné les menaces de mort dont il a pu faire l'objet. Voilà, il y a tout ça qui décrit aussi à travers de leur expérience la réalité, les réalités de ces contextes autochtones. Alors, à mon sens, paradoxalement, la forme très codifiée de ces travaux, mais pourtant les objectifs de revitalisation, de préservation des savoirs oraux, sur les modes de vie, les pratiques alimentaires et de soins, tous ces savoirs qui finalement pourraient se perdre avec la perte de la langue aussi, qui sont mis à disposition d'un usage scolaire, aux côtés des savoirs scolaires classiques. Eh bien, cette rencontre de savoir représente, à mon sens, l'exemple d'une épistémologie de frontières au sens où je comprends Minolot. Un contact, des échanges, un dialogue interépistémique. On identifie là, alors, le professeur autochtone dans sa mission de valorisation, de préservation et de transmission des savoirs de la communauté, qui a vraiment pour rôle d'opérer une médiation entre les savoirs culturels et les savoirs scolaires. Alors, à travers ces travaux de recherche, on peut voir que c'est toute une communauté qui se mobilise dans ces travaux de revitalisation des savoirs et des mémoires locales et dans la construction d'outils de résistance face à la perte de la langue, face à la perte du territoire pour le cas de l'usine, euh, face au problème de déforestation. Euh, il y a un autre étudiant qui parle de cette valorisation culturelle comme un moyen de s'unir et de se mettre en relation avec les non-autochtones pour conscientiser et défendre les milieux de vie. Ces programmes sont également un moyen de resignifier les pratiques et le sens de la recherche et de la production de savoir. On peut y voir des actes subversifs si l'on considère le rôle d'homogénéisation, de marginalisation de l'éducation, que l'éducation eurocentrique a opéré dans ces communautés autochtones, aujourd'hui, ce sont les pratiques de recherche, les méthodologies, et puis les lieux aussi de savoir qui sont mis au profit de la valorisation de ces savoirs-là. Alors, en guise de conclusion, je voudrais juste revenir sur le fait que, bien ici, j'ai présenté des productions académiques autochtones comme des outils de médiation et de dialogue entre savoirs académiques et savoirs locaux, ce qui constitue, à mon sens, une forme d'épistémologie de frontières. Alors, je parle davantage d'épistémologie de frontières que finalement de décolonisation totale de savoir, parce que justement, on est dans cet espace de rencontre, de médiation, d'échange, de contagion, si on peut dire. Oui, il y a une forme de décolonisation en cours, mais il n'y a pas de désobéissance, à mon sens, épistémique radicale. Donc, c'est une façon de mettre les outils eurocentriques au service des causes autochtones, de valoriser les savoirs locaux, les savoirs de résistance aussi à l'intérieur de contextes qui décrits de lutte pour la protection du territoire. L'autorat académique autochtone est un phénomène récent, mais qui est appelé à s'intensifier. On l'a vu, j'avais mis dans mon illustration une rencontre qui avait été faite euh, dans le Mato Grosso, il me semble, sur la réflexion autour d'une université autochtone, complètement autochtone, une université qui s'inscrirait un peu en rupture avec les pratiques actuelles académiques. Alors, ça reste encore à l'état de discussion, mais on voit bien que c'est un phénomène qui s'intensifie. Alors, pour finir, en tant qu'étudiante non autochtone, mais issue d'un peuple colonisé, je suis donc sensible à ces méthodes et pratiques décoloniales de recherche qui sont pratiquées à ce jour dans les universités brésiliennes. Et j'entends à mon tour m'en inspirer pour ma recherche et adopter finalement une approche critique de ma propre production et de ma propre production de savoir.
Donc, voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Clarisse. Tu as réussi quand même à faire une présentation sans changer une fois de diapositive. On était toujours sur la première. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ben non, je t'ai posé la question, tu m'as dit, oh, Je sais pas, tu m'as pas posé la question, tu me... tu- désolée tout le monde, mon Dieu. Est-ce que je Ben parce qu'en te... fait, tu m'as posé la question, mais pour moi, tu voyais, je changeais pas assez souvent de slide, mais je changeais les slides, mais ça se voyait pas. Non, non, il n'y a aucun changement de slide. Est-ce que tu pourrais, pour l'enregistrement, si les gens veulent y retourner, puis ça va être diffusé sur la page YouTube du Sierra, remettre ton PowerPoint et changer les slides relativement rapidement. Comme ça, les gens pourront payer sur pause et voir la diapositive. Ok, ok, mais j'ai rien compris à ce qui s'est passé alors, hein? Je m'excuse tout le monde. Merci de votre Ça arrive, j'ai gentillesse. pas voulu de t'interrompre deux fois, alors, Et c'est ça? ouais. Mon Dieu. Alors là, est-ce que tu vois? Là, ça change-tu? Oui, ça change, là. Voilà. Fais Alors, les juste pratiques sur la question de la décolonisation du savoir, les réformes éducatives. Ça, je parlais du visuel de, qui est sur le site internet. Alors, voilà, de promotion de la présence autochtone dans les universités à travers de la maîtrise. Puis là, c'est quelques exemples. Là, je parlais de cet écart entre entre l'aspect très codifié des mémoires et finalement l'usage de méthodes culturellement sensibles et d'outils qui, eux, vont vraiment mettre en avant les motifs autochtones, hein, avec l'aspect très réglementé de, euh, du mémoire. Puis voilà, c'est pas mal ça. Là, je parlais aussi de cette usine hydroélectrique canadienne qui est venue s'installer sur le territoire autochtone avec tous les changements, les bouleversements que ça produisait. Donc, cette histoire orale de résistance qui est mobilisée aujourd'hui dans un outil de sensibilisation et d'éducation des élèves dans les écoles de la communauté. Voilà. et ta diapo de fin. C'est la même diapo. J'aime beaucoup OK, ce visuel. c'est bon. Merci d'avoir fait cet Merci beaucoup, exercice-là. Dani. On va pouvoir y retourner là. Ben, quand ça va être sur YouTube, les gens vont pouvoir y retourner plus facilement. Merci. Désolée tout le monde. C'est pas grave. Donc, on passerait à la pardon, à la période de discussion, questions, commentaires, appréciations, etc. Alors, je vous invite à lever votre pouce jaune virtuel, pardon, votre main jaune virtuelle si vous désirez poser une question. Et voilà, la parole sera à vous, ou un commentaire, ou quelque chose. Laurent, vas-y. Ça y est, je suis apparu. Oui. Merci Clarisse, ça fait du bien de t'entendre communiquer sur ton projet. Puis on voit que les réflexions ont quand même bien avancé avec un objet assez circonscrit. Donc j'ai beaucoup aimé la présentation. J'avais peut-être des questions un peu précises pour l'instant, mais après on verra au cours de la discussion. Là, j'ai une chose. Je me demandais ce que tu entendais par... Alors, j'ai pas... Peut-être je me trompe dans la formulation, mais tu disais là en conclusion, j'ai pas constaté de cas de désobéissance épistémique. Est-ce que c'est ça que j'ai... est-ce que c'est comme... Il me semble que c'est comme ça que tu l'as dit. Je voulais juste peut-être savoir un peu plus qu'est-ce que tu entendais par là. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que tu as une idée un peu plus précise? Bon, tu as consulté des mémoires de maîtrise. Est-ce que tu as une idée un peu plus précise
des différents portraits des personnes qui ont réalisé ces mémoires, leur parcours, leurs défis. J'imagine que tu n'as pas pu faire d'entrevue, évidemment, mais ça doit se traduire à travers leur mémoire. Est-ce que tu as comme déjà un portrait un peu, pas forcément global, mais des précisions sur l'éventail des parcours que tu as pu prendre connaissance à travers ces premières recherches? Oui, alors, ben, par rapport au parcours, mais justement, l'un des mémoires, le premier mémoire que j'ai lu, j'avais eu son contact. Malheureusement, on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer quand j'étais dans le para. Je retiens pas son nom au complet. Hélène. C'est l'une des premières, Hélène Regina Martins Rocha, donc qui fait partie de la première cohorte. Euh, alors, les parcours, effectivement, j'avais pas envie de les mettre dans des cases, là. Mais les parcours apparaissent très clairement dans les mémoires parce que les personnes accordent une bonne période, une bonne partie de leur introduction ou de leur écrit à leur expérience et leur trajectoire. Et donc, souvent, ce sont des femmes qui ont eu des enfants. Ben, Clarissa aussi décrit dans sa thèse un peu le profil type que l'on retrouve aussi ben, dans le para. Des femmes qui ont eu ben, une carrière, puis souvent qui sont passées par des formations à l'université dans d'autres domaines. Par exemple, Hélène, elle a eu une formation l'équivalent du bac en géographie. La formation classique, puis d'autres formations comme ça. Et puis ils sont revenus pour faire cette maîtrise en éducation scolaire autochtone comme une manière de réinvestir aussi dans l'académie ses savoirs spécifiques. Donc des mères de famille, souvent, pour la majorité, donc des personnes avec enfants et donc des personnes qui se déplacent dans la ville avec leur famille, ou qui bénéficient d'un soutien communautaire important, donc dans leur lieu d'habitation, pour pouvoir se déplacer jusqu'à l'université quand c'est le temps de faire la période intensive de cours. Euh, et puis donc effectivement, comme je disais, il y avait deux personnes qui n'étaient pas autochtones. C'est vraiment pas la majorité. Les autres personnes s'identifient autochtones. Ah oui, il y a une autre personne qui se dit qui était pas autochtone au départ, mais en épousant un cacique, elle est devenue comme leader autochtone. Puis ça se fait beaucoup aussi là dans ce contexte-là. Euh, donc voilà, je sais pas si oui, il y a comme des profils qui se dégagent avec des défis. Enfin voilà, comme je parlais d'une étudiante qui avait parlé, qui avait vécu des menaces de mort en fait, parce qu'au départ, elle était professeure d'art dans l'école classique de la communauté. Puis quand ils ont décidé d'ouvrir l'école autochtone, elle a été transférée sans son accord, sans sa demande, à l'école autochtone en disant, ben, tu es autochtone, fait que tu vas là-bas. Puis après ça a causé beaucoup de conflits dans la communauté. Enfin voilà, toutes ces histoires de vie aussi où on voit apparaître un peu l'expérience de l'auteur, c'est super intéressant. Et puis la question de la désobéissance épistémique, c'est aussi dans la littérature décoloniale, là, mais d'Amérique latine, mais aussi, on voit aussi, ben, c'est pas des obéissances épistémiques au Canada, on parle peut-être plus de ces résurgences. Résurgence, qu'on entend, ouais, qui pourrait, Ouais. mais c'est pas vraiment de la désobéissance, par exemple. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a un sens différent, mais c'est intéressant, ouais. Ben, moi, j'ai fait le lien, mais peut-être je m'y connais pas assez pour faire la différence complètement. Mais parce que dans la question de la désobéissance épistémique, moi, ce que j'ai compris, c'est vraiment l'idée aussi de casser les codes. Et Hmm. mais il y a peut-être aussi une version peut-être un petit peu moins, ben, une idée un peu moins radicale
Peut-être subversion épistémique, je sais pas. Le mot Oui. subvertir est moins Parce que dans la intense. Ouais, Escrivivence, en tout cas, moi, ce que j'ai lu dans l'idée de la désobéissance épistémique, c'est souvent dans les écrits d'une femme noire, Conceição Evaristo, qui a créé ce concept d'escrivivência, qui pour elle est une forme de désobéissance épistémique où elle mêle à la fois les faits réels, la fiction, la forme, le je mythe. comprends. Mais c'est peut-être aussi, je m'attendais à quelque chose de radical comme ça dans les productions académiques, là. C'est pour ça que j'étais un peu, ben là, on est vraiment dans la frontière, dans l'échange, là. Mais c'est sûr que il y a une forme de subversion, comme je disais, dans le sens où c'est l'usage de ces pratiques qui ont été utilisées pour les invisibiliser, qui sont aujourd'hui utilisées pour la revitalisation culturelle et la protection du territoire. Merci Laurent pour ta question et merci Clarisse pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de lever leur main numérique? Ça peut être pour un commentaire, c'est pas obligé d'être une question, c'est une période de discussion. Alors, je vais t'inviter à dire ce que vous voulez. Dis-moi. Oui, bon, oui, Clarissa, oui. Oh, t'as disparu. Oui, Ok. je suis ici. Est-ce que vous pouvez m'écouter bien? Oui, on Vous pouvez t'entend m'écouter bien. bien? Ok. Alors, merci, Clarisse. Je suis très heureuse de t'écouter aujourd'hui. C'était très intéressant de connaître un peu plus d'expérience du Pará, parce que, oui, je travaille sur les sciences interculturelles du Sul du Brésil et je pense que j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Ça me fait réfléchir de beaucoup de choses dans mon recherche aussi. Et je vais poser quelques commentaires, quelques questions si tu veux répondre. Je pense que tu parles un peu de homogénéisation des programmes de licence interculturelle au Brésil maintenant, parce que oui, il y a d'un côté positif, parce qu'ils sont liés maintenant, c'est une politique publique du ministère de l'Éducation, non? Mais de l'autre côté, cette homogénéisation, on peut regarder ça dans des expériences. Et je me demande, parce que je pense que ça dépend beaucoup de coordination de chaque programme et de chaque université, non? Je voudrais savoir un peu plus sur les expériences do Pará, parce que le sud du Brasil, na Université fédérale de Santa Catarina, j'ai participé déjà, né, avec les gens, la coordination. Oui, il y a beaucoup de, je pense que c'est incentive, je ne sais pas si le mot, mais ils vont incentiver un peu plus cet dialogue de frontières qui vous dit, né, que vous commentez un peu, et d'interculturalité. Mais je sais qu'il y a un gros chemin à parcourir encore, non? Et je me demande aussi sur les formats de mémoire que né, tu as raconté. E je demande si je vais parler d'expérience do Sul, a Université Fédérale de Santa Catarina, parce qu'il y a un sentido de résumé da langue native, il y a autre format aussi, l'audiovisual, et maintenant je pense qu'il est en pleine lumière aussi les références autochtones. Alors, quand un autochtone il va écrire son mémoire, etc., ils vont écrire toujours non, mais beaucoup de fois, ils vont mettre les références autochtones, non? Ils vont réfléchir maintenant sur les méthodologies autochtones, parce que ça va changer l'épistémologie un peu. Parce que je ne vais pas mettre les références de quelques auteurs, autrices, mais je vais mettre mon propre référence comme un autochtone, comme un natif, né? Je parle ça parce qu'il y a des expériences comme ça à l'Université fédérale et les gens, les autochtones qui sont dans les maîtrises, des doctorats, ils vont parler de ça. Non?
on doit changer cette perspective et mettre en lumière les méthodologies autochtones, parce que nous sommes notre propre référence, les années, etc. Alors, je me demande comment ça marche, ça fonctionne au Pará. Et la dernière chose, c'est si tu as déjà regardé au Brésil combien de maîtrises autochtones il y a, parce que c'est très intéressant. Au sud du Brésil, il n'y a pas une maîtrise autochtone. Non, il y a sont les maîtrises, quelques autres sujets, non, quelques autres domaines, mais il n'y a pas de maîtrise autochtone. Alors, est-ce que tu sais combien de maîtrises il y a au Brésil? Oui, J'ai pas c'est tout, cherché. merci beaucoup. Malheureusement, j'ai pas cherché le nombre de maîtrises, mais je sais qu'il y en a ailleurs. Mais effectivement, ouais, je sais pas à quel point ce programme-là s'est développé. Ouais. Mais par exemple, en fait, moi, quand je parlais d'homogénéisation, moi, de ce que j'ai trouvé un peu dans ma revue de littérature, c'est vraiment ce contexte de hyper réglementé de l'institution scolaire autochtone là dans les communautés qui était finalement sous la coupe du ministère et du secrétariat municipal d'éducation, qui eux sont absolument pas spécialistes des euh, ben, de l'éducation autochtone, et mais qui étaient quand même en charge, qui sont quand même toujours en charge de d'accompagner et d'évaluer. Hein. Il y a quand même le rôle de l'État qui est de valider d'une certaine manière la mise en œuvre des politiques. Et donc, il me semble que c'est plus à ça que faisait référence Jassem Baniwa, et puis aussi les critiques que j'ai pu lire autrement, là. C'est vraiment toute la machine administrative, là, et institutionnelle qui rendait les choses lourdes, parce que, ben, et puis aussi, ben, finalement, le fait de mettre des gérants qui ne connaissent pas vraiment, mais qui ont une fonction de contrôle, ben, il y avait quand même, veut pas, une certaine homogénéisation. Et c'est pour ça que Baniwa parle voilà, d'aller chercher, ben, que les autochtones partent à la conquête de l'académie, de l'université pour se diplômer, puis pour occuper ces places-là de décision et, euh, et représenter ces pratiques-là ailleurs. Mais dans l'université, moi, ce qui m'a frappé à l'université, c'est vraiment toutes ces pratiques hyper ouvertes de médiation de l'université entre les communautés et euh, et euh, et la population nationale, là, si on peut dire, toute cette volonté aussi, surtout à l'université d'État du Para, qui se veut une université proche des territoires éloignés où il y a vraiment cette volonté de montrer la diversité des territoires. Et donc, non, les universités sont très ouvertes à ces pratiques-là et à ces décolonisations-là. Ouais. Merci, Clarissa, pour la question et Clarisse pour tes précisions. Euh, à moins qu'il y ait d'autres interventions ou questions, on a un peu dépassé l'heure, alors je mettrai fin tranquillement à l'enregistrement et aussi à la conférence. OK, manifestement, personne... Attends, j'ai une question. Ah, ben non, merci. OK. T'avais une question? Non, Pas de j'ai vu dans le problème. chat, mais c'est OK, juste. c'est bon, c'est Laurent qui disait merci. Ouais. OK, parfait. Alors, je mets fin à l'enregistrement. Merci énormément, Clarisse, pour ton temps et c'était très intéressant. Alors, Merci à vous. à la prochaine, tout le Bye. monde.